Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM et merci à vous de prendre rendez-vous avec nous tous les jours de lundi au vendredi. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 5e et dernière convocation de la semaine. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bernard Bourgma, Geoffroy Vaha, bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bourgma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. La session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition s'est ouverte le 4 mai dernier. Consacrée essentiellement à l'examen des projets et propositions de loi, cette session est la toute première de cette législature, contribue à la refondation de l'État burkinabé à travers une action parlementaire audacieuse. C'est ce qui est attendu des députés. La mission, mais aussi l'importance du rôle des membres de d'ALT dans le contexte sociopolitique actuel. En tout cas, c'est le thème enrôlé pour la présente convocation. Et à la barre ce matin, professeur Abdoulaye Soma, 4e vice-président de l'ALT. Il est également président du parti Soleil d'avenir et du groupe politique ONA. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. L'audition avec les juges, ça se fera juste après la première virgule, les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bourgma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 5e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Ce qui retient notre attention, c'est l'affaire de la mine de Percoin, où le gouvernement a établi pratiquement un QG de crise à Réau, c'est au niveau du Haut Commissariat d'ailleurs de la province du Sanguier, pour pouvoir veiller au grain naturellement. Donc c'est un PC, donc un poste de commandement de crise, si on peut l'appeler ainsi, qui a été installé et qui a commencé depuis pratiquement avant-hier en soirée et qui continue. Ce qui fait que certains ministres qui sont de cette délégation, qui ont pris leur quartier là-bas, ne seront certainement pas au niveau du Conseil des ministres aujourd'hui, compte tenu de la situation. C'est un bon point qu'il faut saluer. Cette proximité avec les populations, cette proximité également avec la mine, ça contribue de mettre une pression déjà morale sur les autorités de la mine, donc les responsables de la mine. Mais c'est sûr aussi que des moyens seront donnés pour pouvoir faciliter les choses. Donc, de ce que nous avons comme information, il y a un matériel également qui est en train d'être livré pour faciliter encore les recherches. Et je pense que ça doit être aujourd'hui que ça va être livré. Mais toujours est-il que les recherches continuent. Mais je dis, c'est un bon point qu'il faut saluer. Établir un QG à cette distance de la mine, pouvoir suivre de près, parce qu'il y a beaucoup de tractations également qui sont faites, parce que ça implique également d'autres, au moins 2 villages. Et en général, les questions minières aussi à ces problèmes-là. Donc sur le plan social, c'est des villageois, des villages également qui ont accepté s'accorder pour fumer les calumets de la paix pour un certain nombre de choses. Donc il y a également ce pan-là qu'on ne voyait pas ou qu'on n'en avait pas. Je dis mais ça permet que les uns et les autres se parlent en face et puis aider effectivement à régler le problème. Je dis quand c'est bon, c'est un bon point qu'il convient de, comme on appelle ça, de relever et puis souhaiter que les recherches soient fructueuses. C'est ce que j'avais comme avant-propos, parce que c'est des familles qui veulent être également situées définitivement sur qu'est-ce qui est réellement arrivé à leurs proches. Merci pour ces précisions. Juge Vaha. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner le RENLAC qui a tenu hier sa 22e assemblée générale ordinaire. Et quand on regarde, outre le fait que le mandat des anciens membres du bureau était arrivé à son terme, donc il fallait renouveler. Il y a eu beaucoup d'autres éléments qui ont été abordés. Et celui qui est revenu donc à la tête, c'est donc l'ancien président, Sagado, l'ancien secrétaire exécutif plutôt, Sagado Nakanabo, donc qui reste donc à sa place. Et il nous révèle que rien qu'en 2021, ils ont eu pas moins de 304 dénonciations donc de plaintes de corruption au Burkina Faso. Maintenant, il y a la question de l'insécurité qui a impacté fortement aussi leur travail, mais malgré cela, il n'en demeure pas moins que le Burkinabé ressent toujours cette corruption-là qui nous prend à la gorge. Il a rappelé ce qui était sorti de leur rapport qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps sur ce qu'on avait comme consultations électorales et la façon dont la monnaie, l'argent a circulé. Il a rappelé que les partis politiques qui ont vraiment misé et qui ont fait de la fraude électorale auront compris qu'on ne tire pas une légitimité de cela. Et la preuve,
Voilà ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, sans que des Burkinabés soient sortis pour faire barrière à ce coup d'État. Donc, c'est ce que ça donne comme réalité. Ils ont eu raison de dénoncer cela. Et en même temps aussi, il y a un genre de message qui est envoyé au nouveau chef de l'État, en la personne de Paul-Henri Sandaogo. C'est très clair. C'est que même la question de la restauration, ça va dépendre de la façon dont vous luttez contre la corruption et puis vous assainissez la gestion de la chose publique. Parce que sans ça, vous allez échouer dans votre lutte. Maintenant, on comprend que dès le départ, il y a la question des audits qui a été lancée, il y a un certain nombre d'éléments, sûrement qu'il l'a compris. Mais est-ce que ça ne sera pas le même genre d'opération main propre qu'on nous a lancé à un moment donné, et après on s'est dit, est-ce que c'est pas opération Covid, laver les mains et puis circuler, parce qu'on n'en a pas vu le contenu? Mais à la réalité maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. La transition est une période d'opportunité pour élaguer un certain nombre d'éléments et je pense qu'on y est. Il faut y aller résolument, surtout sur la question de la corruption. Merci pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Professeur Abdoulaye Soma, 4e vice-président de l'ALT, président du parti Soleil d'Avenir et également du groupe politique ONA est notre convoqué du jour une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'est votre première convocation depuis votre désignation à l'ALT, également hasard de calendrier. Cette convocation tombe sur votre anniversaire de jour de naissance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, professeur? Comme vœu, bien sûr. La réussite politique pour la meilleure contribution possible à la prospérité du peuple burkinabé. C'est la seule chose qui reste dans ma vie et c'est le seul sens de ma vie. Comment je fais pour contribuer au mieux-être de mon pays et de mes concitoyens avec ce que ce pays et ses concitoyens m'ont permis d'avoir. Parce que je considère que ce que je suis aujourd'hui, en termes de personnage, en termes de personnalité, en termes d'opportunités, j'ai obtenu tout ça par l'effort de ce pays, par l'effort de mes compatriotes. Donc je suis maintenant à une phase de ma vie où je cherche à rendre un tant soit peu ce que j'ai reçu de cette nation. Donc les souhaits doivent se concentrer sur ça, non pas sur le succès personnel de mon succès personnel. Je pense que ça, il y a des éléments acquis, mais le succès dans la contribution au bonheur et à la grandeur du Burkina Faso. D'accord, si c'est votre vœu, c'est donc tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, professeur. Merci. Autre question de généralité, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous êtes expert international de l'ONU pour l'encadrement constitutionnel de la transition, pour ce qui est de la mission au Mali. Parlez-nous de votre feuille de route et comment se passe cette mission-là, professeur. Je vais demander d'avance pardon au peuple. Parce que sur cette question, je ne vais pas ressembler à ce que je suis d'habitude. Parce que ce que je suis d'habitude, c'est d'être clair, d'être direct, de dire la vérité surtout. Mais cette mission-là, elle est extrêmement sensible. Parce que dans mon statut là-bas, il y a un certain nombre de réserves, il y a beaucoup de dossiers confidentiels que je gère. Mais ce que je peux dire, c'est ce qui est sorti officiellement. J'ai eu le privilège d'être sollicité par l'ONU, c'était pas un concours. Donc c'était une sollicitation directe de venir, si on veut, aider à mieux sortir de la transition au Mali. Donc du point de vue des Nations Unies. Les Nations Unies ont estimé que pour leur accompagnement à la transition, il fallait un expert de ce type. Ils m'ont expliqué les choses qu'il faut faire. C'est rester aux côtés de l'institution la plus stable dans le schéma actuel du Mali, essentiellement la Cour constitutionnelle, évidemment, pour orienter, d'abord détecter les problèmes qu'un pays comme le Mali en transition peut avoir, les problèmes qui peuvent se poser au Mali, et anticiper sur les solutions à ces problèmes. Donc, et quand vous voyez le Mali, c'est un État pour les autorités qui est en refondation. Le pays doit être reformé. On doit revoir les institutions. On doit d'abord mieux gérer la transition, sortir des questions urgentes, mais planifier également la stabilité et la prospérité du pays. Donc, je suis dans ce rôle-là pour regarder la manière de mieux gérer les choses. Évidemment, en coordination avec les autorités, aussi le personnel d'administration. Donc, j'apporte ma contribution autant que possible. D'accord. Messieurs les juges, question de généralité.
Non, question de généralité, moi je n'en ai pas. Vous passez votre tour. Le juge va. J'aurais peut-être 2 questions de généralité. Une petite, vous dites ce qu'on pourrait vous souhaiter, c'est la réussite politique. Vous, c'est quoi la réussite politique pour vous? Moi, de ce point de vue, j'ai déjà été clair. Moi, mon objectif final, c'est d'être président de la République. Oh, ça c'est parce clair. Que j'ai des choses à faire dans ce pays qui ne peuvent être mieux faites qu'à cette fonction-là. C'est un objectif, c'est une ambition qui est fixée. Je sais qu'il faut un travail pour y arriver, mais en attendant ce travail, on doit avoir les opportunités pour pouvoir contribuer. Et il faut saisir toutes les opportunités qui permettent d'améliorer des choses quand on pense qu'à telle ou telle position, on peut apporter telle ou telle contribution. Deuxième petite question. Aujourd'hui, le chef de l'État, vous l'appelez président du Faso? Oui, aujourd'hui, le chef de l'État, je l'appelle président du Faso parce qu'il a passé les caps nécessaires pour être appelé président du Faso. Mais je vous ai dit, j'ai fait la part des choses dans la technicité, et ça c'est la vérité à laquelle je ne peux pas quitter, parce que je me suis imposé moi-même d'être intègre, moi-même de dire la vérité, et d'un point de vue technique, j'ai des responsabilités. Sur le plan constitutionnel aujourd'hui au Burkina Faso, je pense que c'est l'attente que j'ai créée au niveau du peuple burkinabé, que sur les grandes questions constitutionnelles, je dois pouvoir apporter ma contribution, c'est-à-dire mon éclairage. Vous devez savoir simplement que le chef d'État est chef d'État, une personne qui assume la plus haute fonction dans un pays. Donc on peut être chef d'État de plusieurs manières. Est président de la République, une personnalité qui accède à la fonction de chef d'État par les voies désignées par la Constitution de ce pays. Et donc, chez nous, la Constitution désigne qu'il faut qu'on ait chef d'État en passant on est président de la République, président de Faso en passant par les élections. Donc, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un, d'inimité ou d'amitié, c'est une question de vérité. Et quand un personnage arrive à cette fonction suprême politique de l'État par une manière autre que constitutionnelle, la personne doit être simplement appelée chef d'État. Mais maintenant, si l'organe qui est chargé de donner l'onction constitutionnelle donne son onction constitutionnelle, évidemment, en tant que juriste, on doit appeler la personne président de la République. Et c'est dans cette phase-là, comment on a démarché, comment on a manœuvré pour donner l'onction constitutionnelle, que j'ai estimé que techniquement il y avait des choses à revoir. Et c'est pourquoi à l'époque j'avais tenu à expliquer un certain nombre d'éléments techniques que pour moi le Conseil constitutionnel a raté dans la démarche d'octroi de l'onction constitutionnelle pour qu'on puisse appeler Damiba président du Faso. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, c'est rentré dans le droit positif burkinabé que le Conseil constitutionnel a donné son onction. La démarche a péché, mais c'est ce que le Conseil constitutionnel a souhaité faire. Et en tant que juriste, en tant que républicain, je respecte les décisions des institutions, même si une décision doit rester tout à fait critiquable, parce que nous sommes 20 millions de personnes et chacun a peut avoir son avis. Encore davantage pour des personnes qui ont la technicité dans un domaine déterminé. Moi, je ne cache pas ma surprise. Je ne cache pas ma surprise, parce que vous disiez que, et ça c'est la lecture du constitutionnaliste que vous êtes, la dévolution de la fonction de président du Faso par le Conseil constitutionnel, sans qu'il y ait eu la démarche démocratique, était une catastrophe. C'était le terme que vous aviez employé. Oui, c'est vrai, c'est une catastrophe. Maintenant que le technicien aujourd'hui, le puriste de la question de la Constitution, nous disent, bon, comme c'est accepté, bon, on a reçu ici sur ce plateau des personnes qui ne sont pas constitutionnalistes, mais qui ont la même lecture que vous, mais qui disent qu'on ne peut pas l'appeler ainsi, ils ne vont jamais l'appeler ainsi parce que c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que vous portez, c'est vrai, un chapeau noir, mais vous avez maintenant plusieurs casquettes et vous êtes dans le discours qui n'est pas si droit, qui est tortueux. Si c'était une catastrophe, ça l'est toujours. Le droit là notre constitution n'a pas changé. Pourquoi est-ce que vous l'appelez président du Faso alors que vous disiez que c'était une catastrophe? C'est parce que vous êtes député aujourd'hui? Monsieur le juge Var, et
il ne faut pas être surpris outre mesure. Je vais vous expliquer. Je ne reforme pas ma position. Je l'ai réaffirmé ici. La démarche que le Conseil constitutionnel a eue pour valider les choses, pour estimer apporter son onction, reste à pêcher en plusieurs points, du point de vue de la technicité, du droit constitutionnel, de la manière dont on devait gérer les choses. Je pense que c'est devenu maintenant, on est unanime, quasiment unanime là-dessus. C'est dans le sentiment général de ceux qui savent ces choses, et même, vous avez dit, des citoyens lambda, on est unanime. Donc, ce que j'ai dit est tout à fait correct. Maintenant, vous savez qu'il y a plusieurs lois qui sont anticonstitutionnelles et que nous sommes en train d'appliquer. Le droit est ainsi fait. En droit constitutionnel burkinabé, on dit on peut faire des discussions sur des choses, mais qui a le dernier mot républicain en matière constitutionnelle? C'est ce que l'article 152 de la Constitution précise, c'est le Conseil constitutionnel. Donc si le Conseil constitutionnel dit quelque chose, cette chose-là, elle devient la vérité républicaine, même si elle n'est pas la vérité absolue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous dites telle chose est anticonstitutionnelle et le Conseil constitutionnel vient dire que c'est constitutionnel, vous n'allez pas changer de point de vue parce que vous avez fait votre analyse pour voir que c'est anticonstitutionnel. Mais à partir du moment où le Conseil constitutionnel dit que c'est constitutionnel, pour l'instant, dans le droit positif, ça l'est. Mais il faut continuer la critique pour que le Conseil constitutionnel révise sa position par rapport à ces paradigmes. Vous voyez, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas révisé sa position, vous restez dans votre position. C'est une position honnête, c'est une position critique, mais vous ne changez pas le droit. En fait, le droit constitutionnel au Burkina Faso, d'après cette disposition, est ce que le Conseil constitutionnel a dit qu'il est. Il faut bien s'imaginer qu'aujourd'hui, moi, je ne défends pas la position du Conseil constitutionnel. Cette position-là, cette démarche reste toujours critiquable. Mais je suis républicain et constitutionnaliste et la logique, c'est de dire, ok, ce qu'il y a aujourd'hui, les lois qui sont aujourd'hui sont ce que le Conseil constitutionnel a dit, mais il s'est trompé en le disant, il faut qu'il change. Voilà la position dans laquelle je suis. Et c'est en fait la position du droit. C'est la position du droit. Parce que le dernier mot en matière constitutionnelle est dit par le Conseil constitutionnel. Et on peut critiquer. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de commentaires de ma part sur les décisions du Conseil constitutionnel. Et parfois, le Conseil constitutionnel a révisé sa position. Mais avant la révision de sa position, ce qu'il a dit, c'est ça qui est d'application. Vous voyez ? Donc, en sorte que, par rapport à ce problème, ce qu'il a dit reste d'application jusqu'à ce que lui change. Et on doit le pousser par tous les moyens qu'il faut, la critique, la sensibilisation, la discussion, pour qu'il change, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin constitutionnel. Je suis dans cette démarche-là parce qu'on ne peut pas faire autrement, d'après le calibrage constitutionnel chez nous. Ma vérité à moi, ma technicité à moi ne peut pas remplacer la vérité du Conseil constitutionnel, même si j'ai raison. Vous savez que la vérité judiciaire, elle peut être différente de la vérité réelle, de la vérité technique. Vous voyez ? Et le Conseil constitutionnel dit une vérité judiciaire. Quand le juge a statué, ce qu'il a dit, c'est ce qui est en droit et c'est ce qu'on doit appliquer, même il peut avoir dit des choses décalées par rapport à la vérité réelle. Donc on est dans ce schéma-là. Je ne dis pas autre chose que ce que j'ai déjà dit. Je ne défends pas le Conseil constitutionnel ici, je ne révise pas ma position ici, et rien ne me fera quitter le chemin de la vérité, même si moi je peux me tromper, ça je l'accepte, mais je ne peux pas voir la vérité et ne pas la dire, et je ne peux pas l'éroder non plus. D'accord, je vais rappeler vos propos qui ont été assez durs à son temps. Je rappelle encore des propos, vous estimez que le Conseil constitutionnel a tué la démocratie, a tué le droit constitutionnel, mais la surprise au sein de la population, c'est d'avoir accepté quelque temps après être député. Parce que quand on a publié la liste le 19 mars dernier, beaucoup étaient surpris et se demandent finalement si vous n'allez pas contribuer à enterrer cette démocratie-là. Et non, il ne faut pas que les gens soient surpris. Moi, je suis dans une démarche de cohérence et de construction. Alors, quand je dis que le Conseil constitutionnel a tué la démocratie, vous avez compris que la démarche était une démarche qui n'est pas conforme à la démocratie, qui n'est pas conforme à notre constitution. Ça, c'est clair. Et ça reste, cette position reste. Mais maintenant, le pays est dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse la démocratie être enterrée ou est-ce qu'on essaie de ressusciter la démocratie ? C'est ça qui a été mon questionnement. Est-ce qu'on essaie de faire revenir les choses à l'ordre constitutionnel normal et à l'ordre démocratique normal ? Et ma réponse a été qu'il faut essayer de faire revenir les choses à l'ordre constitutionnel normal et à l'ordre démocratique normal. Et si on veut faire cela, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on regarde ceux qui ont fait la faute, réparer les fautes,
avant de continuer à vivre, ou est-ce qu'on va contribuer à réparer cette faute? Et dans ce questionnement, je me suis dit, je fais partie des personnes qui, dans ce pays et peut-être en Afrique, qui sont aptes à contribuer à la réparation de ces fautes constitutionnelles et démocratiques. Et si on veut, le MPSC, en tout cas les premiers discours m'ont convaincu par un seul mot. Le mot, c'est la refondation. La refondation. La refondation, pour moi, c'est le changement de cap constitutionnel, le changement de cap institutionnel, le changement de cap même spirituel. Et ça fait partie de mon programme politique. Je pense que le Burkina Faso est dans un bourbier institutionnel. Tant qu'on ne retrace pas les choses pour avoir une visibilité institutionnelle, on ne peut pas s'en sortir avec le calibrage institutionnel actuel. Ce n'est pas possible. Le pays ne peut pas se développer avec ça. Donc, je me suis dit, il vaut mieux aller contribuer à ça. Et je pose une question. Vous êtes des pères de famille, vous êtes dans des familles, vous fixez une loi. Avant 15 ans ou avant 18 ans, mes enfants ne doivent pas circuler à moto. Voici la loi que vous avez fixée chez vous en famille. Ça correspond peut-être à notre constitution. Après, vous sortez, vous venez trouver que votre fille de 10 ans, elle a pris la moto, elle est sortie et on vous a appelé qu'elle a eu un accident. Qu'est-ce que vous faites comme père de famille? Vous allez dire, moi j'avais ma loi, elle a violé la loi, elle a fait son accident, qu'elle se débrouille. Ou bien, vous allez dire, j'avais ma loi, elle a violé ma loi, et elle a fait un accident, je vais secourir ça, et après on va voir. Il faut que ça revienne à la normale d'abord. Voilà l'attitude que j'ai eue. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une faute qu'il faut laisser cette personne dans sa faute se débrouiller avec sa faute, encore que cette situation embrase toute la nation, et concerne toute la nation. C'est une responsabilité que d'aller contribuer. Oui, mais dans votre exemple, le chef de famille, c'est le peuple. Et je suis sûr que le peuple ne veut pas que ceux qui ont, s'il estime que les gens ont commis des erreurs, ne veut pas qu'on les laisse gérer leurs erreurs. Parce qu'après, ce qu'ils vont faire va engager nous tous, tout le peuple. Le peuple est dans la situation où il faut s'en sortir le mieux possible de cette situation. Parce que, vous venez de le dire, vous l'avez dit, la transition est une opportunité. Imaginez que quelqu'un vous dise, le juge va dire que la transition est une opportunité, donc il a dit que le coup d'État est bien, donc il a dit... Vous voyez, la transition est une opportunité. Pourquoi? Moi, je vous ai compris. Vous avez dit, en fait, il y a une situation qui est déjà là. Vous n'êtes pas remonté pour apprécier des événements, je ne connais pas votre point de vue là-dessus. Vous n'êtes pas remonté pour apprécier des personnes, je ne connais pas votre point de vue là-dessus. Mais je connais votre point de vue sur le fait que cette situation qui est là est une opportunité dans laquelle il faut que le peuple s'en sorte le mieux possible. Nous avons le même sentiment. Quand vous avez dit ça, je suis content parce que je l'ai déjà dit. Nous sommes dans une situation. Et objectivement, cette situation-là, d'abord, il faut que le peuple s'en sorte le mieux possible. Et deux, étant déjà dans la situation, notre responsabilité, c'est de voir quelles sont les choses qu'on peut profiter, arranger pour le peuple, pour le pays, dans cette situation. Et vous pouvez faire des choses du point de vue des médias. D'autres peuvent faire des choses du point de vue du reprofilage militaire. Moi, je peux faire des choses du point de vue du reprofilage de l'État, parce que c'est mon boulot, c'est mon champ de compétences. Comment on trace un État, comment on dévie un État pour qu'il devienne correct, comment on rédige une constitution pour que le peuple dispose d'une bonne constitution, de bonnes institutions, un bon esprit démocratique. Ça, c'est mon travail. D'accord. Et si je fuis cette responsabilité, je n'aurai pas respecté ni obéi à ce que le peuple attend de moi. Juge Bougma. Alors, quelle est la légalité du serment qui a été prononcé par le chef de l'État? La légalité peut s'apprécier doublement. Il y a mon point de vue personnel et il y a le point de vue du droit. Comme je vous l'ai dit, le Conseil constitutionnel est l'institution suprême en matière de vérité constitutionnelle. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article 152 de la Constitution qui le dit. Ça veut dire que dans notre ordre constitutionnel, on peut dire c'est bien calibré ou mal calibré, mais la vérité aujourd'hui, c'est que la Constitution a dit qu'en matière constitutionnelle, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Vous avez vu en 2015, par exemple, en 2010, quand on dit Blaise peut être candidat, Blaise ne peut pas être candidat, etc., chacun avait son point de vue. Quand le Conseil constitutionnel a dit, il a fait son analyse, il a dit qu'il peut être candidat. Moi-même, j'ai fait un commentaire pour dire ce n'est pas bon. Mais est-ce que ça a empêché le président d'être candidat ou pas? Il a été candidat parce que la vérité qui se stabilise pour l'instant, c'est la vérité dite par le Conseil constitutionnel.
Il y a mon appréciation personnelle de la situation. Donc, du point de vue de la légalité, si vous voulez que j'apprécie la légalité, c'est le champ du droit, c'est légal. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel qui dit le dernier mot a dit que c'est légal. Même si on peut ne pas être d'accord avec le Conseil constitutionnel. Parce que la formule de serment qui a été prononcée, ce n'est pas la formule contenue dans la Constitution. C'est pourquoi je pose la question. C'est ça le problème. Sur sa légalité. En fait, c'est ça le problème. Constitution, parce que la formule de serment est différente de celle contenue dans la Constitution. Écoutez, moi, mon problème aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Et ce n'est même pas aujourd'hui. Depuis 2015, j'ai fait des sorties sur le Conseil constitutionnel. J'ai dit que c'est une institution tellement importante qu'il ne faut pas s'amuser avec le ravitaillement de cette institution, ravitaillement en ressources humaines. C'est quand le président Kafando avait nommé 3 personnages au Conseil constitutionnel que j'étais sorti. C'est depuis 2015-2014 que je travaille sur le dossier. Parce que cette institution-là, il faut qu'on se rende compte que peut-être que dans notre situation, c'est l'institution la plus importante de la République dans la régulation du fonctionnement de notre État. Et j'ai l'impression qu'on s'amuse avec cette institution. Quand on nomme les personnalités là-bas, on a l'impression que les gens y sont nommés en raison de telle ou telle faveur. Alors que c'est une institution qui doit pouvoir se détacher de toutes nos tribulations, de toutes nos manœuvres, de tous nos sentiments partisans. Le Conseil constitutionnel devait être au-dessus de la mêlée. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est un chantier que j'ai ouvert et je vais tout faire pour obtenir les résultats probants à ce dire. Il faut que le peuple se mette ensemble pour se dire, en fait, il faut que les gens comprennent d'abord que dans notre démocratie et dans notre pays, ce que le Conseil constitutionnel va dire sera incontestable en droit et en démocratie. En fait, ça, c'est la vérité. Maintenant, il faut que nous contribuions à ce qu'ils disent tout le temps de la vérité. Et pour l'instant, il n'est pas outillé pour ça. Le Conseil constitutionnel n'est pas outillé pour ça, pour dire la vérité constitutionnelle et démocratique, parce que les ressources qu'il comporte ne sont pas suffisantes. Je ne mets pas en doute la qualité des personnes qui sont au Conseil constitutionnel, mais quand on parle de Conseil constitutionnel, la première matière, c'est la Constitution. La seconde matière, c'est la moralité. Ils ont peut-être la sagesse, la moralité, ils n'ont pas la technicité constitutionnelle. Ça, je le dis et je l'assume. Maintenant, dans le Conseil constitutionnel, il faut de la sagesse et il faut de la technicité. On a peut-être la sagesse parce que ceux qui sont là, je les respecte, ce sont nos parents, c'est parfois nos grands-parents, ce sont des amis. Ils ont la moralité. Il faut que ceux qui désignent les membres du Conseil constitutionnel ravitaillent l'institution par la technicité, en sorte qu'on peut allier les deux choses pour sortir des vérités tout à fait adaptées à notre ordre constitutionnel et à notre ordre démocratique. Et le Conseil constitutionnel pêche pour l'instant à ce niveau, et ce n'est pas de sa faute, ce sont les autorités de nomination qui n'ont pas encore compris le métier du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi on va tout le temps continuer à critiquer des erreurs. Que des autorités se soient trompées dans le choix, on peut en convenir, mais ceux qui y sont, il y en a qui enseignent le droit à l'université de Ouagadougou, il y en a qui ont fait leur preuve également ailleurs. En fait, je posais la question sur la légalité du serment qui a été prononcé, parce que le Conseil constitutionnel, là, il faut qu'on ait le courage de le dire, en le faisant même d'ailleurs, expose le chef de l'État à l'usurpation et à l'usage irrégulier du titre de chef de l'État, et ça, de président du Faso, et ça même c'est sanctionné par notre cour pénale. Et donc ici, la responsabilité du Conseil constitutionnel est clairement engagée. Ça, au moins, il faut avoir le courage de le dire. J'ai entendu dire que le Conseil constitutionnel dit que comme les Burkinabés n'ont pas manifesté contre le coup d'État, il ne fallait pas aller à l'encontre de la marche du peuple. C'est pourquoi ils ont fait ça. J'ai dit, bon, c'est un argument tiré par les cheveux. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est le dernier rempart. En 2014, le Conseil constitutionnel n'a pas eu le même comportement. Le Conseil constitutionnel a pris acte. Quand on regarde comment d'ailleurs le président Kaboré a démissionné, la lettre de démission n'est pas adressée au peuple burkinabé ni au Conseil constitutionnel, alors que ce sont les deux voies. Ça a été adressé au président du MPSR. Vis-à-vis du dispositif républicain, le président du MPSR était qui? Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Maintenant, vous êtes à l'ALT, parce que vous dites, je pars pour aider à réparer. Vous nous laissez comprendre qu'il y aura une nouvelle constitution qui va être rédigée, ou bien il y a un toilettage du Conseil constitutionnel qui est en vue, ou concrètement, comment est-ce que vous pensez contribuer à cette rélecture-là, à cet arrangement? Oui, monsieur le juge Bougma, oui. D'abord, je vais terminer sur le Conseil constitutionnel. Vous avez vu, vous-même vous avez dit qu'il y a eu des erreurs. Ça veut dire qu'au niveau du Conseil constitutionnel,
ce n'est pas seulement une question de droit. En droit, il y a beaucoup de profils. Mais c'est une question d'abord de droit public et de droit constitutionnel. Et il faut que nous nous stabilisons, et je veux terminer là-dessus, que le Conseil constitutionnel est une institution importante. Et pour moi, dans notre démocratie, aujourd'hui, c'est l'institution la plus importante parce que c'est elle qui est chargée par la Constitution de régler les dernières questions, de prendre les dernières décisions qui doivent réguler la vie de la nation. Donc c'est l'institution la plus importante. Et cette institution-là, pour qu'elle joue bien son rôle, elle a besoin de 2 piliers. Il y a la moralité et la technicité. Aujourd'hui, avec la qualité des personnes qui sont à l'intérieur, je peux admettre que le Conseil a la moralité, parce que je respecte les personnes qui sont à l'intérieur, j'en connais plusieurs, quasiment la totalité, et je connais leur parcours. Mais ayons aussi l'intégrité de le dire, ce Conseil constitutionnel, dans cette formation, n'a pas encore la suffisance technicité. C'est une interpellation de ma part à l'adresse des autorités de nomination, c'est-à-dire de ravitaillement technique du Conseil constitutionnel, pour que, à l'occasion, on tienne compte de ce deuxième pilier qu'il faut connaître, parce que de toute façon, nous sommes obligés de continuer à vivre sous la régulation du Conseil constitutionnel. C'est ça la vérité. Alors, quand ceci étant, maintenant, la refondation, ce n'est pas moi qui le dis. Le Premier ministre a présenté une feuille de route publique. Et tout le monde a entendu à l'intérieur qu'il y aura une refondation, et notamment dans la refondation, il y aura rédaction d'une nouvelle constitution. Ça, ce sont les choses publiées. Maintenant, quand il y a rédaction d'une nouvelle constitution, le gouvernement ni le président n'ont pas encore déterminé le contenu de cette constitution. Ça veut dire que nous tous, nous avons prise au ravitaillement du contenu de cette constitution. Pour ce qu'on va y mettre, nous tous pouvons être intéressés à dire mettez-y ceci, mettez-y cela. Moi, j'ai pensé que si je suis à l'ALT, je peux d'abord apporter ce que je pense qu'on doit mettre dans une constitution, et 2, je peux être un canal de transmission d'idées populaires, d'idées citoyennes qu'on doit mettre dans la constitution. Voici le profil dans lequel je me trouve. Maintenant, nous attendons le cap par rapport à ce qui doit être l'objectif de la rédaction d'une nouvelle constitution. Parce qu'une constitution se rédige dans un but précis. La constitution essaie de retracer l'image d'un pays. Donc on doit nous fixer le cap pour dire le Burkina Faso doit ressembler à telle chose dans l'avenir. Et cette chose doit être retracée, doit être balisée par des règles de droit. Et ça, c'est ce que nous allons faire au niveau de l'ALT, et moi je suis ici pour apporter ma contribution. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fixe le cap de la rédaction de la Constitution, mais je suis là où un certain nombre de dossiers vont passer, et l'ALT va avoir dans le schéma institutionnel actuel un grand rôle à jouer en termes de détermination du contenu de la Constitution. Et c'était le lieu de se trouver. Je ne dis pas qu'en dehors de l'ALT on ne peut pas contribuer. Mais à l'ALT, dans mon profil, on peut mieux contribuer. D'accord, j'y vais. Oui, justement, c'est vrai que vous mettez 2 éléments, technicité, moralité, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Parce qu'il y a le contexte aussi. Il ne faudrait pas qu'on se leurre, ou bien qu'on ne se dise pas toutes les vérités qui soient. Et même le Conseil constitutionnel, les décisions à laquelle il prenait, on était dans un contexte où c'est des hommes en âme qui ont pris le pouvoir. Ça aussi, c'est une donne. On a vu dans un pays à côté, pour ne pas le citer, où en 5 mois, on a le même Conseil constitutionnel avec Ndré a désigné 2 présidents d'une même élection, l'un vainqueur après l'autre vainqueur. Ça on l'a vu. Parce qu'il y a la question de pression, il y a la question du contexte. Est-ce que c'est seulement la question de la technicité ici qui a posé problème? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres facteurs? Moi, je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Mais ce que je maîtrise, c'est que le Conseil constitutionnel ou la juridiction constitutionnelle dans tout pays traite des questions politiques et des questions sensibles. Tout le temps. Donc, la façon de rendre la justice constitutionnelle dépend de la moralité et de la technicité des gens du Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a une façon de dire la vérité. Vous pouvez voir la vérité, et du point de vue de votre personnalité, vous décidez de ne pas dire la vérité parce qu'il y a des pressions. Mais vous pouvez être avoir une personnalité où vous voyez la vérité, vous dites il faut que je dise cette vérité, mais
compte tenu du contexte, il faut que j'explique aux gens à qui je dois dire la vérité, cette vérité-là. Voilà. Il y a toutes ces choses qui sont possibles. Sinon, la juridiction constitutionnelle dans tous les pays est sous pression. Parce qu'elle traite tout le temps des choses sensibles, parce qu'elle dit le dernier mot. Aux États-Unis, quand on pose la question de l'avortement, c'est quasiment la personnalité du président qui entre en jeu. Tous les présidents ont une position tranchée, soit pour, soit contre l'avortement. Mais la juridiction, la Cour suprême dit tout le temps, voici nous notre position. Parfois la position confronte carrément la position du président de la République aux États-Unis. Mais la vérité doit être dite. Et en ce moment, et c'est cette vérité-là, quand le peuple la voit, dite par la juridiction constitutionnelle, qui fonde d'abord la crédibilité de l'institution constitutionnelle et qui donne après confiance au fonctionnement général de l'État. Parce qu'on sait au moins qu'il y a quelqu'un, il y a une institution au sommet pour réguler les choses. Et moi, je pense que la juridiction constitutionnelle chez nous, elle doit avoir la technicité de dire la vérité technique, elle doit avoir la moralité, c'est-à-dire la sagesse d'arranger la façon de dire cette vérité technique. Et vraiment dans ce dossier de prestation de serment, stabilisation des institutions, c'est vrai que c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais il y avait deux options. Ils auraient pu dire, ok, nous on a pris le pouvoir, on veut le gérer d'un point de vue militaire. Mais ils ont dit, on a pris le pouvoir, on a dû le prendre en raison d'eux, et on veut le gérer suivant le droit. Donc c'est eux qui ont fait l'option. Et en ce moment, il y avait un accompagnement juridique à faire. Oui, mais est-ce qu'il est obligé de s'attribuer les fonctions de président du Faso pour gérer le Burkina Faso? Bon, vous connaissez la réponse. Non, je ne connais pas. Il n'est pas obligé. Mais c'est une option. Chaque option, enfin moi, c'est une question de cohérence. Vous voyez, on ne serait pas là... Justement, c'est le manque de cohérence dans cette affaire-là qui fait qu'on en parle. S'il y avait cette cohérence, on n'en serait pas là. Non, moi, je ne fais pas dire d'abord au Conseil constitutionnel ce qu'il n'a pas dit, et j'ai une lecture peut-être différente. Je dis, il y avait le choix à faire. Quand Sankara a pris le pouvoir, ils ont fait un choix clair. Ils veulent le gérer dans le cadre du CNS, c'est militaire, c'est terminé. Il y a pas de on n'a jamais eu de constitution sous Sankara. Donc, la logique des raisonnements, quant à la gestion du pouvoir, était différente. Mais maintenant, les contextes ont changé. Il y a eu une prise de pouvoir par les militaires qui ont souhaité organiser un retour à un ordre constitutionnel normal. Donc, en ce moment, nous autres, on se met en état d'alerte. L'ordre constitutionnel normal, comment on revient à cet ordre? Et donc, il y a une démarche à faire. C'est cette démarche-là qui a péché et qui m'a fait réagir. Et c'était ma responsabilité de le faire. Maintenant, on a la situation qui s'est stabilisée. Avec les critiques qu'on peut faire, mais la situation s'est stabilisée. Aujourd'hui, on ne dit pas que les actes du président ne sont pas critiquables, ou du Conseil constitutionnel, ou de l'ALT, ou de n'importe quelle autre institution. Mais simplement, il faut que dans le sentiment républicain, puisqu'on est revenu, on est dans la République, dans le sentiment républicain, il faut savoir où se trouve la limite de toute chose. Et c'est ce que moi j'essaie de faire comprendre. Dans la gestion de la République est vérité constitutionnelle, ce que le Conseil constitutionnel a dit que c'est une vérité constitutionnelle. Vous voyez? Et la vérité constitutionnelle dite par le Conseil constitutionnel est une vérité juridictionnelle. Et vous êtes ici un tribunal, vous savez que la vérité juridictionnelle, là, elle est probatoire. Et donc que la vérité juridictionnelle peut être en décalage avec la vérité, si on veut, réelle. Vous voyez? Donc, la vérité juridictionnelle est une question de raisonnement. Et c'est ce que moi j'ai critiqué, c'est le raisonnement du Conseil constitutionnel qui était un problème. Mais je ne veux même pas qu'on insiste sur ces questions-là, parce que pour moi, c'est des questions dépassées. Aujourd'hui, la grande question dans un tribunal de l'actualité du Burkina Faso, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que va devenir notre pays? C'est ça le questionnement fondamental. Pourtant, moi, je vous ai même posé la question sur l'avenir de notre Conseil constitutionnel actuel. Mais moi, je vous ai répondu. Je vous ai répondu en disant, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, en respectant toutes les personnalités qui y sont, manque de quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de la technicité. C'est-à-dire, d'une part, et ça, je crois qu'on doit être d'accord là-dessus, il faut qu'on ajoute de la technicité au Conseil constitutionnel. De la technicité constitutionnelle. Maintenant, comment faire ça? Il faut que dans la refondation de nos institutions, on repose la question et qu'on mette des critères. Il y a des États dans lesquels, Bénin, Niger, etc., à côté, où on met des critères dans la désignation de certains membres du Conseil constitutionnel pour s'assurer qu'ils viennent de profils tout à fait qui permettent de ravitailler la technicité en alliant aussi technicité et sagesse. Et
plaider au niveau des autorités de désignation pour que ces critères soient respectés. Quand on aura fait ça, vous verrez, automatiquement, le Conseil constitutionnel va avoir les deux piliers, les sages et la technicité, ce qui va contribuer encore à augmenter, à confirmer sa sagesse et sa crédibilité. Et en fait, moi je parle non pas pour critiquer le Conseil constitutionnel, mais pour interpeller que nous avons besoin d'un Conseil constitutionnel crédible. Parce que si lui n'est pas crédible, notre échafaudage institutionnel ne tient pas. D'accord. Alors, je vais rappeler à ceux qui nous prennent en marche au niveau de la radio que le professeur Abdoulaye Souma, 4e vice-président de l'ALT, est notre convoqué du jour. Avec lui, justement, on parle de la contribution des députés à la refondation de l'État burkinabé. Viva, vous avez la parole. Oui, en fait, je souris un peu parce que notre convoqué du jour en train de nous dire la direction on doit regarder et qu'on devait regarder devant. Mais c'est que c'est quand même le professeur Souma qu'on a avec nous qui a pris des positions à un moment donné. Il faut bien regarder dans le rétroviseur, d'autant plus que depuis ces positions, c'est la première fois qu'on le reçoit ici. Et même après, justement, ce que vous aviez donc sorti et qui avait vraiment fait, qui avait eu un vrai onde de choc parce que c'était en février, c'était le 20, aux alentours du 20 février. Tout le monde a regardé, on s'est dit mais oula, que disent nos puristes? Et vous êtes sortis, tout le monde a lu, on dit ça, c'est bien dit. Mais en même temps aussi, les journalistes que nous sommes, on était dans un contexte un peu difficile. On a tenté aussi de vous avoir. C'est pour ça que je parlais de la question du contexte. Mais on n'avait pas pu vous avoir. Et pendant longtemps, on n'a pas pu vous avoir. Qu'est-ce qui s'était passé pour le professeur Souma? Il ne voulait plus venir discuter de ces choses-là. Il y avait une pression. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, il n'y a pas de pression. Vous ne pouvez pas poser cette question. Vous savez que dans ce pays, moi j'ai fait des choix. J'ai fait des choix d'intégrité que j'assume à n'importe quel prix. Et ça, je vous prie, vous les journalistes, vous êtes très puissants, vous êtes très honorables, vous savez que je vous respecte. Suivez-moi. Je suis intègre parce que c'est un choix que j'ai fait. Et j'ai été en contact permanent avec celui qui arrange les passages ici. Et l'agenda, c'est que j'étais beaucoup en déplacement. Enfin, j'étais à Bamako pour le poste aux Nations Unies. Donc, il y a des fois, on a pris le rendez-vous et ça a coïncidé avec le départ. Et moi, j'avais souhaité les week-ends parce que j'ai profité de venir les week-ends ici. Mais votre tribunal ne siège pas les week-ends. Là, je suis ici parce qu'on a la session qui est ouverte et je suis obligé. J'ai pu négocier ma présence pendant la session. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, un vendredi. Donc, je ne fuis jamais. Il faut que vous sachiez que dans la construction du Burkina nouveau, dans la refondation du Burkina nouveau, il y a des valeurs sûres. Et moi, je plaide et qu'on puisse me compter parmi ces valeurs sûres parce que j'ai fait beaucoup de pression sur moi-même pour demeurer ce que je suis. C'est-à-dire, je me considère aujourd'hui que je ne me suis pas encore perverti et je compte le rester. Je suis intègre, je suis clair et j'assume ça. Et j'ai ce qu'il faut pour assumer. Donc, il n'y a pas des choses, des vérités que je ne peux pas dire, sauf, voilà. Donc, s'il y a des choses à dire qui peuvent arranger le peuple et qui dépendent de moi, je les dirai, je les ferai. Alors, professeur, vous l'avez dit, actuellement, ce qu'il faut, c'est se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'il faut pour donner un avenir radieux au Burkina Faso? On l'a dit. Ce qui a attendu aujourd'hui des députés, c'est de contribuer à la refondation de l'État burkinabé à travers des actions parlementaires assez courageuses et aussi cela au-dessus de tout intérêt partisan. Comment cela peut se faire quand on voit la manière dont le casting a été fait, comment les gens ont été choisis? Est-ce que justement ce travail peut être fait en ayant justement des intérêts au-dessus de l'intérêt personnel pour aller justement vers ce que le peuple attend? Je pense que oui, d'après ce que je vois, on a suffisamment discuté de la nécessité du détachement des intérêts partisans. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés par plusieurs couloirs qu'il faut chacun tout le temps prendre des positions pour défendre le couloir ou le groupe dans lequel nous sommes arrivés. On a eu assez de discussions pour dire nous sommes arrivés comme nous sommes arrivés, mais désormais c'est l'intérêt supérieur du peuple burkinabé qui doit être la ligne de conduite. Et je pense que c'est devenu unanime chez les députés. Je respecte beaucoup l'esprit qui est actuellement au sein du Parlement sous le leadership du président de l'ALT. Et donc pour l'instant, c'est cet esprit qui existe. Et c'est cet esprit qui est le premier ingrédient qui va permettre
d'avoir une bonne contribution de l'ALT à la refondation de l'État. Parce que la refondation de l'État est une œuvre difficile. Elle exige que chacun se départisse de ses intérêts personnels pour réfléchir intérêt général. Et je suis très content qu'on ait posé ce préalable-là. Ce préalable est déjà posé au niveau de l'ALT et nous attendons les dossiers. Et quand je regarde également les profils des honorables députés, évidemment, je peux avoir confiance que venant de divers horizons, les différents députés peuvent apporter à la refondation nationale leurs différentes expériences de leurs différentes catégories. Ça, ce sont des ingrédients utiles à la refondation. Mais je dois aussi signaler que la refondation de l'État, ce n'est pas une question de l'Assemblée seulement. C'est-à-dire que la population doit être impliquée, elle va être impliquée et elle doit s'impliquer à indiquer la direction qu'elle veut que notre République prenne. Et les députés doivent être que les porte-voix, les retranscripteurs de la volonté du peuple. Et je pense qu'actuellement, je ne vais pas parler de manœuvre, mais ce qui est fait vise à poser déjà le contexte de cette contribution. Et j'ai bon espoir que nous allons aboutir à un bon résultat si l'ALT, qui s'est préparé à jouer son rôle, joue son rôle. Que la population, les citoyens, ne disent pas c'est une affaire qu'on n'a pas appréciée, dont nous on ne veut rien avoir avec, parce que si on fait ça, je pense que on va perdre beaucoup. Parce que de toute façon, regardez, de toute façon, on a dit qu'il y aurait une nouvelle constitution. Donc de toute façon, il y aura une nouvelle constitution. D'accord. Alors, on y contribue ou pas. Et il vaut mieux donc contribuer pour essayer de corriger les choses. Donc moi, j'interpelle la population d'avoir un regard sur la refondation de l'État, parce que l'État n'appartient pas à quelqu'un, n'appartient pas à un groupe, appartient à nous tous. Et donc d'avoir un regard sur ce qui va être refondé pour faire les apports nécessaires pour que la refondation corresponde à l'esprit général de la population, pour que nous tous, nous soyons à l'aise pour vivre à l'intérieur de l'État qui sera refondé. Alors professeur, vous avez parlé de votre profil, de ce que vous avez comme technicité pour apporter au niveau de l'ALT, au niveau des propositions de loi. En termes de propositions de loi, est-ce que vous avez comme ça en tête des priorités ou des questions urgentes sur lesquelles on doit aller? Je ne sais pas, moi oui. Oui, je parle de vous. Moi j'ai des questions urgentes. Moi, honnêtement, ce que je voulais qu'on regarde d'abord, c'est la Constitution, parce que pour moi, si on n'a pas une nouvelle Constitution, on ne peut pas s'en sortir. Cette Constitution-là ne peut pas permettre d'avoir une bonne démocratie au Burkina Faso. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. Elle est mal faite. Mais il y a une qui était dans les tuyaux aussi. Elle est mal faite. Celle qui était, j'étais membre de la commission constitutionnelle, elle est mal calibrée. Parce que quand vous rédigez une constitution avec un chef d'État qui dit moi je veux ça parce que ça m'arrange pas, l'autre, c'est compliqué. On a laissé passer les choses parce que c'était telle personne qui était à la tête de telle institution. Ça, c'est pas possible. La transition est une opportunité qui permet de dépasser ce type de choses. Donc c'est un premier espoir. Et deuxièmement, le système politique partisan et électoral. Moi, peut-être que mes propositions de loi ne vont pas passer, mais je vais faire des propositions de loi à ce sujet. Vous voyez, depuis longtemps, on fustige la classe politique. Mais la classe politique est ce que les lois politiques permettent d'être. Notre classe politique a été... Parce que nos lois politiques sont des lois qui ne permettent pas de construire une valeur. Vous voyez? Et le code électoral, aujourd'hui, c'est un code électoral de fraude. Le code électoral n'est pas bon. Il n'y a aucune loi électorale morale. Alors que nous voulons une société politique morale, une classe politique morale, mais les lois qui encadrent cette classe politique ne sont pas des lois de moralisation. Il va falloir reprofiler tout ça. Il nous appartient de décider, nous, nos hommes politiques, à quoi ils doivent ressembler. Et si on décide déjà le profil de l'homme politique idéal pour nous, on fait les lois qui oblige les gens qui vont faire la politique à rentrer dans ce profil ou à être dehors de la politique. C'est ce qu'on doit faire. Mais pour l'instant, en fait, tout est vide. N'importe qui peut entrer en politique, n'importe qui peut, avec des manœuvres autres que la valeur politique, occuper des fonctions politiques. Et évidemment, ça érode tout. Aujourd'hui, quand on parle de la déviance politique, moi je suis d'accord. Et vraiment, la classe politique a été ce qu'elle a été, mais elle a été ce qu'elle est en raison des lois. Et nous allons réformer ça. Et il faut aussi faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a des gens en politique de plus en plus nombreux qui interpellent sur les valeurs qu'il faut qu'on ait pour la gestion de notre République, parce qu'on a abusé, on a exagéré dans certaines choses. Donc c'est l'opportunité, j'emprunte encore le terme du juge Vaya, c'est l'opportunité pour nous de repenser les choses, de reprofiler les choses. Et moi j'appelle encore
la population, on n'est pas dit, on n'était pas d'accord, mais faisons la construction de notre maison commune, qui est notre constitution, qui est nos futures institutions. Ensemble. Il y a une question certainement que les téléspectateurs et auditeurs attendent, parce qu'on a un député à la barre du tribunal de l'actualité aujourd'hui. On va plus refaire le débat sur la gratuité du mandat des députés sous cette transition-là. Mais juste présent, on ne sait pas ce que va coûter un député au contribuable burkinabé. Est-ce que la question est réglée? Moi, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas non plus, puisque dans la charte de la transition, on a une phrase qui dit que le traitement des députés va être décidé par décret du président de la République. Ça, c'est une phrase qui est écrite dans la charte de la transition, chacun peut aller lire. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu le décret. Donc, je ne peux pas parler et je ne parle pas de choses que je ne connais pas de façon totale. Donc, les députés, pour l'instant, travaillent à crédit. En tout cas, je sais que pour l'instant, personne, on n'a pas le décret qui fixe le traitement. Et je ne sais pas s'il est signé, je ne sais pas où il... En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore. Et donc, peut-être que quand il sortira, il va être publié peut-être au journal officiel, ça va être sorti peut-être dans les réseaux sociaux, on pourra apprécier ensemble. D'accord, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette émission. On va permettre à chaque juge soit un commentaire, une dernière question. Bon, peut-être comme on est sur la question des salaires, parce que depuis on attend, même les ministres aussi, non? Tout le monde est un peu mal à l'aise, on se dit, bon, attendez, qu'est-ce qu'ils veulent nous sortir? Pour vous, ça sera quoi, le mandat du sacrifice, comme les uns et les autres le disent? Moi, c'est ma position personnelle. Ma position personnelle était la gratuité. Mais on a enlevé cette disposition de l'achat de la transition et on a renvoyé la question au chef de l'État. Et l'acte qui doit fixer, en tout cas moi je ne l'ai pas encore. Donc il y a ma position personnelle, mais il y a la position institutionnelle, c'est-à-dire que ce qui sera. Mais ce qui sera n'est pas encore su. En tout cas pas de ma part. Et donc moi j'étais prêt à gérer d'après ma position personnelle. Parce que je pense que d'abord c'est court, c'est 3 ans, même c'est peut-être moins maintenant. Et c'est que nous pouvons avoir. Notre richesse de demain dépend de ce qui va sortir de cette transition. Si ce qui sort est instable, personne ne sera riche dedans. Si ce qui sort est stable, chacun sera stabilisé pour mener ses activités qui permettent de s'enrichir. Il n'y a pas de richesse personnelle dans la pauvreté générale, pour moi. D'accord. Juge Bouma. Alors, on est pratiquement à la fin. Commentaire, c'est comme je l'ai dit. Bon, c'est vrai que le professeur estime qu'il faut aller de l'avant, mais ça c'est juste. Mais il convenait en tout cas qu'on relève ce qui a été constaté comme incohérence dans le choix fait par le Conseil constitutionnel de valider l'invalide, ce qui ne devrait pas être validé. Voilà, donc la suite effectivement c'est comment est-ce que quelle pourrait être la réforme du système. Moi, en tout cas, je suis resté sur ma soif à ce niveau. J'attendais beaucoup plus par rapport à la version nouvelle du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a même eu de nouvelles nominations qui a intégré de nouvelles personnalités dans le Conseil constitutionnel et en gros 1 mois à l'issue du Conseil des ministres. Donc, parce que notre Conseil constitutionnel, c'est le dernier rempart. C'est ça. Donc, s'il a cédé, ça vraiment le point est cassé, comme on le dit. Donc, maintenant, c'est sûr que ça ne va pas être notre dernière convocation avec vous. Naturellement, les autres questions, on pourra les aborder après. Mais c'est une refondation qui est attendue. Comment est-ce qu'elle va être? Quels sont les grands axes, les grands piliers? Là, on lorgne toujours quotient pour savoir quels vont être les grands axes de cette refondation. C'est vrai que le Premier ministre s'est exprimé là-dessus. Mais bon, entre le discours d'un PM et l'application terrain, tirant l'expérience des autres PM qui sont passés, c'est à la manœuvre qu'on saura réellement. Professeur Abdoulaye Soma, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes 4e vice-président de l'ALT, président du parti Soleil d'Avenir, et vous êtes également président du groupe politique ONA. Avec vous, on a parlé en tout cas de ce que vous pouvez apporter en tant que député à la refondation du Burkina Faso, de l'État burkinabé tel que attendu. Merci, messieurs les juges, pour les clés de lecture et les questions posées à l'invité. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente convocation. On se donne rendez-vous lundi avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.